Oui, voilà, ça fonctionne. Rebonjour, mesdames et messieurs, c'est ça que j'étais occupée à vous dire. On va essayer, tenter, tout faire pour concilier développement industriel et lutte contre le changement climatique. En tout cas, réfléchir ensemble aux meilleures manières de le faire à travers peut-être un modèle européen à inventer ou à réinventer. Vous le savez, hein, entre la montée des tensions commerciales sous l'ère Trump, la guerre en Ukraine, malheureusement, et l'incertitude géopolitique mondiale, malheureusement aussi. L'Europe doit prendre des décisions cruciales face à l'America First de Trump et à l'ambition chinoise. Comment l'Europe peut-elle réinventer un modèle industriel qui allie compétitivité et transition écologique? Peut-elle réellement se libérer de sa dépendance tout en respectant ses objectifs climatiques? La table ronde qui va suivre explorera des pistes pour bâtir une Europe résiliente, une Europe de l'industrie innovante et durable, capable de relever les défis mondiaux. Un panel de haut niveau pour évoquer ces sujets avec moi dans quelques instants. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir le président de la région Nouvelle-Aquitaine, monsieur Alain Rousset, l'ancien ministre et désormais député de la 5e circonscription du Haut-Rhin, monsieur Olivier Becht, Cathy Pianon, la DG Affaires publiques et communications du groupe SEB, et puis enfin Kevin Romanto, fondateur de White Light Capital. Si vous ne savez pas ce que c'est, il vous l'expliquera dans quelques instants. On accueille nos panélistes. Je reste ici, mais vous pouvez aller où vous voulez. Bonjour Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des organisateurs de cette édition 2025 du World Impact Summit, un très très beau sujet pour les 50 et quelques minutes à venir. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans les présentations avant de lancer les hostilités entre guillemets. Faut-il présenter Alain Rousset? Je ne pense pas que ça soit encore nécessaire de le faire, si ce n'est pour rappeler, Monsieur le Président, que vous êtes un fervent défenseur de l'innovation industrielle et de la transition écologique, que vous portez aussi une expertise précieuse, hein, forcément sur les politiques régionales, mais aussi nationales et européennes en la matière, et que en plus nous aurons la chance que vous nous la fassiez partager. Merci une fois encore d'être là. À la gauche d'Alain Rousset, Olivier Becht, aujourd'hui parlementaire, je le disais, mais c'est aussi au titre d'ancien ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité que vous êtes avec nous cet après-midi. Vous portez forcément une vision stratégique des enjeux économiques et industriels. Vous êtes aussi sensibilisé aux défis environnementaux dans un contexte de compétitivité mondiale. On creusera l'ensemble de ces aspects avec vous. Merci à nouveau d'être parmi nous. Cathy Pianon, directrice générale adjointe Affaires publiques et communication du groupe SEB. Vous êtes bien placée forcément pour parler des enjeux industriels. C'est votre quotidien, de la transition écologique aussi et du rôle des entreprises dans l'innovation durable. À partir de l'exemple du groupe, on essaiera de tirer des recommandations plus larges qui pourront servir à d'autres que vous. Et à mes côtés, immédiatement, Kevin Romanto, fondateur de White Light Capital, une société d'investissement fondée il y a peu, l'an dernier finalement, en 2024, spécialisée dans des stratégies, je cite, discrétionnaire en action publique. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire d'être un activiste actionnarial. Moi, j'ai découvert le concept il y a peu et c'est assez intéressant. Vous êtes aussi auteur de The Golden Age of Activism Investing. Sans doute que toutes les recettes d'ailleurs sont dans le bouquin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez un peu de temps libre à découvrir à travers l'ouvrage de Kevin plus précisément de quoi
quoi il s'agit. Le contexte ben, c'est l'Europe. Hein, l'Europe face au double défi de la compétitivité et de la transition écologique. Une première question, une question d'ouverture, et je vous demande une réponse courte chacun. Si on vous demande si on peut réellement concilier réindustrialisation et décarbonation en Europe ou s'il faudra faire des compromis, selon votre réponse, l'argument clé pour la soutenir, ça serait lequel? Allez, qu'est-ce qu'on met dans le panier pour démarrer? Qui se lance? Olivier Becht? Si vous voulez. Je dirais oui, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que si on n'y arrive pas, on est mort. On est mort, enfin, si vous voulez, si on réussit la décarbonation sans la compétitivité économique, on est mort économiquement. C'est-à-dire, c'est retour au Moyen-Âge. Si c'est l'inverse, si on réussit la compétitivité économique sans réussir la transition écologique, on est mort tout court, parce qu'à un moment ou un autre, la planète deviendra invivable. Donc, je dirais, ce n'est pas une question de choix entre l'un ou l'autre. On a une obligation de résultat. Ben merci pour cette prise de parole courte et qui résume bien la pensée que vous développerez tout à l'heure. Alain Rousset, si vous le souhaitez. Oh, je partage ce qu'Olivier vient de dire. Moi, j'ajoute une chose, c'est qu'il faut que l'on réenchante la transition écologique. Il y a eu beaucoup de débats qu'on a pu organiser, etc. Souvent, la transition est présentée comme une contrainte ou est présentée par certaines formations comme une injonction. Une injonction. Et en fait, ce qu'on observe, nous, sur le terrain des entreprises, et on a, comme on a fixé cette trajectoire, on a beaucoup d'innovations et beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer en Nouvelle-Aquitaine. La semaine dernière, on a, alors j'ai pas pu y aller parce que j'avais une assemblée plénière, on inaugurait une entreprise qui récupère les terres rares sur les Aimants, qui vient de Lyon. Pas du Haut-Rhin, mais de Lyon. Donc, on a ce type de résultats. On est capable aujourd'hui d'adresser, en substitution à tout ce qui est intrants agricoles issus de fossiles, le problème des maladies des plantes ou des animaux. Et donc, derrière, il y a un appareil industriel et technologique qui est considérable. Mais il faut un certain nombre d'exigences. Un, renforcer la recherche, parce qu'on a besoin de transférer des technologies dans quelques domaines que ce soit, et une volonté sur la durée. Malheureusement, ce qui se passe depuis la dissolution ou d'autres, c'est qu'il y a une espèce de sinusoïde, une absence de courage politique. Vous savez, Jacques Chirac parlait de la maison qui brûlait. Et du fait qu'on regardait ailleurs. Il faut, et on regarde de plus en plus ailleurs. Je pourrais même donner des détails qui se passent parfois aujourd'hui. Ah bah, je suis preneuse, mais pas tout de suite, hein, parce qu'on était encore en mode tour de chauffe. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Merci, merci Président. Cathy Pianon, votre argument pour dire oui ou non, on devra concilier développement industriel et transition écologique. Comment ne pas dire non? Enfin, évidemment, on se doit, et je suis tout à fait d'accord, on n'a pas d'autre choix que de le faire. Nous, en tant qu'industriels, on a un groupe qui a plus de 165 ans, on a des entreprises du patrimoine vivant, et en fait, la transition, en réalité, depuis l'histoire de notre industrie, on est dans une transition. On amène des savoir-faire et des usines qui sont anciennes. Certaines n'ont pas forcément une centaine d'années, mais ont une histoire. Et tout notre savoir-faire, l'innovation et nos efforts et nos actions portent sur le fait d'amener des usines d'hier dans le futur avec cette transition. Et il n'y a pas à négocier, il faut le faire. Et vous ? Eh ben, en tant qu'investisseur et pour gérer un fonds d'investissement, on a une réelle volonté de comprendre effectivement quels sont les enjeux écologiques et surtout de les supporter. Parce que notre rôle, c'est effectivement d'investir dans les entreprises et s'assurer qu'il y ait une continuité et surtout qu'il y ait une bonne gestion qui soit faite. Malheureusement, ce qu'on voit les 3/4 du temps, récemment, une société française, il y a eu un mauvais management, des résultats des courses, la société va presque aller en faillite alors qu'on a vraiment une pépite technologique.
Donc c'est là où nous, notre rôle est de, on va dire, pointer du doigt les mauvais élèves. Dites-nous en un mot ce que c'est l'activisme actionnarial, qu'on comprenne votre légitimité à prendre la parole autour de cette table et du coup qu'on puisse rentrer plus vite dans les contenus que vous développerez tout à l'heure. Alors le rôle de l'activisme actionnarial, c'est de prendre on va dire une participation minoritaire ou majoritaire dans une société et d'apporter un changement de vue stratégique ou généralement de gouvernance. Donc, généralement, on va vers des sociétés qui ont on va dire un certain problème de performance et de gouvernance, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et notre rôle, effectivement, c'est de remettre à plat, discuter avec l'écosystème et apporter des changements. Bon, et vous nous donnerez des exemples concrets des actions que vous menez tout à l'heure. Olivier Becht, un mot sur votre vision européenne en lien avec la compétitivité. Quels sont, selon vous, les atouts spécifiques de l'Europe pour devenir un leader de l'industrie durable ? On en a de multiples. Et je pense que l'un des principaux, c'est qu'on a la conscience environnementale, ou en tout cas des enjeux environnementaux, la plus élevée au monde. Quand on regarde les chances de faire, à titre public ou privé, le tour du monde et de découvrir un peu plus d'une centaine de pays, il n'y en a pas un où... peut-être à l'exception des pays d'Europe du Nord qui ont cette conscience depuis longtemps, mais en tout cas dans le monde qui ont une conscience écologique aussi importante. Le deuxième atout, alors il va vous paraître paradoxal, c'est qu'en réalité, comme on a tellement délocalisé dans les années 90, 2000 et compagnie, la réalité c'est que la marche de décarbonation elle est en réalité moins haute à franchir pour nous, Européens, que pour d'autres continents. En gros, on a envoyé, je le dis chez Alain Rousset ici, à La Rochelle, on avait il y a quelques années encore, enfin il y a quelques décennies, avec Ron Poulenc, la principale usine de raffinage des terres rares au monde. On raffinait 50% des terres rares au monde en France, ici à La Rochelle. Bon, on s'est dit, oulala. Ici, c'est Bordeaux. Hein. Oui, je sais, enfin, ici à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine. Je vous taquine. Bon. Je disais à côté du président de région. On a délocalisé parce que ça polluait. Voilà. Donc, si vous voulez, comme on a envoyé dans le reste du monde les activités les plus polluantes, la marche qui nous reste à monter chez nous est paradoxalement moins élevée qu'ailleurs. Donc on a des atouts et on a peut-être un troisième atout, cette fois-ci comparé aux États-Unis d'Amérique, c'est qu'une grande partie de notre production industrielle, enfin celle qui nous reste, elle est plutôt middle tech que high tech. Bon. Et donc là, pour le coup, il y a une obligation de transition parce qu'on voit bien que Stellantis ou Volkswagen, ils vont être obligés de franchir le pas dans un secteur qui est, on va dire, plus contraint à la décarbonation que ne peut l'être d'une certaine manière, ou en tout cas la pression sera moins forte que ne peut être le cloud sur Amazon ou sur Google. Voilà. Donc on a des atouts qui sont importants. Vous évoquiez tout à l'heure les normes environnementales strictes qui ont été mises en place à l'échelon européen. Est-ce que ces normes, à nouveau paradoxalement, elles ne risquent pas de nous pénaliser face aux États-Unis que vous avez évoqués ou à la Chine? Quel est votre regard là-dessus? Mais là, de manière, pour le coup, très claire. Il y a un dumping normatif, entre guillemets. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a les standards les plus élevés du monde. C'est très bien. Nos concitoyens en sont très contents parce que ça permet de protéger le consommateur, le citoyen, la planète, etc., mieux qu'ailleurs. Après, évidemment, il y a un inconvénient, c'est que si on impose des normes à nos producteurs qu'on n'impose pas aux producteurs étrangers qui viennent ensuite exporter leurs produits au sein de l'Union européenne et particulièrement en France, puisqu'en France, nous, on est une république très particulière, c'est qu'on est en réalité plus royaliste que le roi, c'est-à-dire qu'on rajoute encore une couche de normes sur les normes européennes en surtransposant les directives. On est là clairement face à une question de dumping qui peut nous coûter très cher et qui nous met face
a une obligation d'être en réalité, et je pense que c'est le cœur du débat de cet après-midi, une obligation qui est technologique. C'est-à-dire qu'il faut répondre à la question en disant, puisqu'on a des normes, si vous voulez, on n'a que deux solutions. Soit on baisse les standards et on dit, il y a une partie des normes qu'on supprime. Ça sera compliqué vu du citoyen parce qu'on aura l'impression... si on tire tout le monde vers le bas, quoi. C'est très clair. Si je vous dis aujourd'hui dans la salle qui est pour la réintroduction massive des néonicotinoïdes, dans le monde agricole, je ne suis pas sûr qu'il y ait des milliers de doigts qui se lèvent. Bon. Donc si on n'est pas capable de faire ça, si on ne rebaisse pas les standards par rapport au reste du monde, la seule solution, c'est d'être meilleur en termes de qualité des produits. C'est-à-dire qu'il faut faire un produit, c'est un triple défi technologique. Il doit être plus vert, il doit être moins cher et il doit être de meilleure qualité. Voilà le défi. Précisément, vous me tendez la perche et donc je vais la saisir et passer la parole à Cathy Pianon. Dans le contexte qui vient d'être décrit par Olivier Becht, comment une entreprise comme SEB fait pour rester compétitive? Et puis, question bonus ou sous-question, ça dépend comment vous le prenez. Est-ce que ces fameuses normes, elles sont pour vous un frein ou un levier en termes d'innovation? Alors déjà, effectivement, je vous rejoins tout à fait, Monsieur le Ministre. Se dire qu'on est dans un combat à armes égales, non. Les Américains aujourd'hui financent et ont des tas de subventions. En Chine, on ne sera jamais moins 10 ans social que la Chine sur le prix. Donc vous dire que c'est simple tous les jours, non. En revanche, ça part déjà d'une volonté de se dire qu'on veut absolument rester avec une industrie ancrée en France et en Europe. Sur nos 47 sites dans le monde, on a la moitié qui sont en Europe. Et c'est un choix. On parle aussi à un moment de souveraineté, je pense que c'est important. Quand le canal de Suez ferme ou en plein Covid, nous, notre usine de Saint-Lô qui fabrique des cartes à puce, on est content de l'avoir, que ce soit à côté et de pouvoir l'avoir. Après, c'est un défi de tous les jours sur de l'innovation, un travail d'amélioration continue. Et aussi, on parle d'industrie au sens un peu éthéré, il y a des gens et des travailleurs derrière. Ça veut dire... précisément, mettez un peu de chair autour Exactement, de ça. Exactement, c'est ça. Mais c'est important parce que pour incarner, on a aussi un processus de formation de nos salariés, de pouvoir être toujours sur les niveaux attendus de technique, de process et d'innovation. Ça veut dire des centres de recherche qui sont en France et en Europe, une mise en application aussi. Et puis, ça passe par de la productivité, c'est-à-dire que notre site, par exemple, de Pont-Évêque, on a des cobots, c'est-à-dire qu'on a des humains et des aides avec des robots qui travaillent ensemble pour arriver à rester dans des prix qui soient effectivement tout à fait atteignables pour permettre à chacun de pouvoir concurrencer des produits qui arrivent de plus loin. Kevin Romanto, comment l'activisme actionnarial peut amener les entreprises à de meilleures pratiques? On vient d'entendre Cathy Pianon pour SEB. Quand vous investissez les entreprises de la manière que vous avez décrite, quelle est concrètement l'action que vous conduisez? Alors moi, l'un des vrais sujets que je vais porter, à plaire ou à déplaire, mais c'est le sujet de la gouvernance en France. Ce qu'on voit beaucoup, et c'est effectivement, c'est qu'il y a parfois un problème de transparence et on a une difficulté à attirer des capitaux étrangers en France. On le voit actuellement sur le secteur de la défense, c'est un sujet clé. Je veux dire, je pense qu'on est pionnier, on est compétitif et c'est un enjeu qui est capital pour la France. Et donc on se pose des questions en disant le problème c'est que si on n'a pas assez de gouvernance, si on n'est pas derrière pour surveiller pour la gouvernance, résultat, les investisseurs se désengagent des sociétés françaises. On a une place boursière qui est beaucoup moins attractive et on a des sociétés qui finalement préfèrent les scoter aux États-Unis. Et derrière, une fois qu'elles sont aux États-Unis, elles ont des actionnaires étrangers. Conséquence de quoi? Est-ce qu'on a encore la propriété intellectuelle? Je ne sais pas. Donc c'est des sujets qui sont majeurs et qu'elles on veille. Et c'est contre ça précisément que... Contre la gouvernance, effectivement, quand on agit quand on prend une participation dans une société, on regarde effectivement les critères ESG, on regarde surtout le critère social et de gouvernance, et on veille effectivement à rééquilibrer certains axes de gouvernance. Il y a eu un certain nombre de scandales ces dernières années, hélas, en France. Et donc, on peut en citer, mais Casino, on peut citer le cas d'Atos, on peut citer le cas d'Orpea. Et donc, tout ça, effectivement, porte une image négative sur l'effet d'attractivité des capitaux.
Oui, et on sait que dans ESG, il y a effectivement l'environnemental qui est très massivement investi, la gouvernance souvent questionnée, et puis cet entre-deux, ce no man's land du social qui mériterait d'être revalorisé. Je sais que c'est aussi un de vos centres d'intérêt. Alors effectivement, on a innové en début d'année, fin d'année dernière, en lançant la plus grosse class action française sur le dossier Orpea. On a effectivement milité. Et là, on voit qu'effectivement, des mauvais sujets de gouvernance peuvent avoir un impact, aussi bien sur les salariés, sur les clients, qui étaient les personnes... Concrètement, c'est quoi une mauvaise gouvernance? Qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, une mauvaise gouvernance, la gouvernance, je dirais que les gens sont présents pour représenter l'interaction avec le management et le conseil d'administration, et puis aussi avoir des intérêts avec l'État. Et parfois, c'est qu'on ne veut pas voir les mauvaises pratiques, où on ferme les yeux, où on n'a pas connaissance de ce qui se passe. Et nous, notre rôle, c'est en fait de prendre ça en considération, discuter avec les acteurs. Et généralement, ce sont les acteurs qui viennent nous chercher en disant « on ne peut pas agir, vous, en tant qu'actionnaire, vous pouvez parce que vous avez finalement le pouvoir de discuter, puisque il faut savoir qu'une action est égale à un droit de vote. Donc même vous, dans la salle, si vous avez une action, vous pouvez assister à une assemblée générale. Et donc le fait est qu'effectivement, on a un certain nombre de droits de vote où on peut se permettre effectivement d'émettre des résolutions lors des assemblées générales, par exemple. Par exemple, Alain Rousset, que vous inspire ces premières réflexions? On le sait, la Nouvelle-Aquitaine est très engagée dans l'innovation verte. Quel rôle vous voyez pour les régions dans cette opérationnalisation de la transition industrielle? Là, vous m'engagez dans un... Je vais essayer d'être court. On vous laissera éteindre tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure de problèmes de continuité sur des choses évidentes, les conséquences du dérèglement climatique, parce qu'il ne faut plus simplement parler de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. C'est les inondations, il y a une partie d'une des plus belles vallées d'Aquitaine qui a été complètement ravagée par des pluies abondantes. Il y a un problème de continuité. Et encore une fois, ressurgissent aujourd'hui deux choses. Un, le déni. Le déni revient. Ça vous inquiète? Ah bah oui. Et il revient par lâcheté d'une partie de la classe politique. Et ça vous inquiète aussi? Et par incompétence. Parce que, encore une fois, le débat que l'on a maintenant, pourquoi les entreprises, et peut témoigner dans ma région, se sont engagées sur la décarbonation, l'économie circulaire, l'économie de l'eau, les process propres, l'absence de rejet, le captage de CO2. Moi, je suis, et je le dis, avec la sensibilité politique qui est la mienne, les entreprises sont dans ce domaine-là, pas toutes, mais même des cimentiers ont changé complètement leur process de production, passé du charbon au combustible de... je ne sais plus comment ça s'appelle, CMR ? CSR, combustible solide de récupération. J'arrive jamais à me rappeler de CSR. C'est spectaculaire. On a deux usines de cimenterie, c'était les plus gros producteurs de CO2, de gaz à effet de serre de la région. On a passé à autre chose. On accompagne aujourd'hui une entreprise qui est en train de travailler à la production d'hydrogène à partir de la biomasse. Et je crois beaucoup à cela, parce que ce sont ces entreprises qui seront compétitives demain et qui gagneront demain. Retarder les innovations dont on sait qu'elles sont utiles, c'est ne pas répondre aux défis que tu évoquais tout à l'heure, notamment le défi de la Chine. Je ne sais pas si vous avez lu les derniers articles intéressants sur la Chine. La Chine a basculé, alors avec beaucoup d'aide, mais et les États-Unis aussi de leur côté. Il n'y a pas que des Trump et autres zozos. Cela est en train de se passer. Il n'y a pas que drill, baby, drill. Et il ne faudrait pas que l'Europe décale. Alors, il y a des compromis à faire, mais il ne faut pas que l'Europe décale. En plus, le problème de l'environnement,
le problème de la transition écologique est un problème à 360 degrés. Il n'y a pas simplement une touche ici, une touche là. Non. Un des premiers problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est l'eau. La qualité de l'eau. Pas simplement la disponibilité, les problèmes de aussi. disponibilité, de quantité. C'est le problème de la qualité de l'eau. Savez-vous qu'on est en train de fermer énormément de points de captage parce que pendant la crise inflationniste, nous avions installé des agriculteurs bio autour des zones de captage. Ils se sont déconventionnés parce que le ministère de l'Agriculture a arrêté de financer ce que la région faisait avant, ce qui s'appelle le maintien de l'agriculture biologique. Et donc, on pollue les zones de captage. On ne sait plus technologiquement épurer l'eau. C'est un non-sens. Donc, c'est stupide, c'est bête, mais aujourd'hui, un des patrons des grands syndicats agricoles est en train de négocier, parce que j'avais levé le lièvre auprès de la ministre de l'Agriculture, du fait qu'on n'accompagne pas, pendant cette période, les bios qui sont en difficulté, alors qu'on en a besoin pour protéger l'eau. Et je ne sais pas, aujourd'hui, avec le charbon actif, épurer l'eau. Nous ne savons plus le faire. À Poitiers, un charbon actif qui doit rester 3 ans reste 3 mois. Dans le Gers, 6 mois. Et nous voyons, il y a un problème d'eau potable dans notre pays, qui est un problème global, à la fois de l'agriculture, à la fois de techniques pour épurer l'eau. Alors je rassure mon voisin parce que... Allez-y, pour conclure. Je rassure mon voisin parce que Ron Poulenc n'est pas totalement parti de La Rochelle. Il y a toujours Solvay et il y a un accord entre l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Carester, et les ingénieurs de Solvay pour continuer à travailler. On a gardé la compétence, parce qu'un des points que j'essaye de garder, c'est la compétence humaine. Et Dieu sait si c'est important. On évoquait l'impact de la mauvaise gouvernance aussi sur les êtres humains tout à l'heure avec Kevin. C'est encore un élément de plus que vous ajoutez. Vous avez commencé à répondre à la question, Alain Rousset. Du coup, je vais peut-être faire réagir Olivier Becht et puis nos autres intervenants. Et si vous voulez, vous apporter des compléments. Président, l'Europe, la France investissent-elles assez, de votre point de vue, pour accompagner cette transition industrielle? Est-ce que les politiques publiques actuelles, France 2030, les fonds européens, si on se place à ces différents niveaux de pouvoir, sont à la hauteur des enjeux, selon vous? Je pense que si on regarde les chiffres, la réponse est oui. Alors les entreprises vous diront toujours non, on peut investir plus, c'est vrai. Mais ça, c'est ce que Cathy nous dira peut-être. Ça, exactement. Non, mais, et elles ont raison, elles sont dans leur rôle. Mais lorsqu'on regarde point de vue collectivité publique, si vous voulez, le Green Deal européen, c'est 1000 milliards d'euros. Sur 10 ans, certes, mais enfin 1000 milliards d'euros, c'est colossal. Lorsqu'on regarde ce qu'on a mis sur le plan Next Generation EU, à la sortie du Covid, c'est quasiment 50% qui va vers la transition écologique. France 2030, c'est 54 milliards d'euros, c'est 50% qui va vers la transition écologique. Le plan de relance français, 100 milliards d'euros, c'est 30% qui va à la transition écologique. Donc, si vous voulez, il y a des centaines, pour ne pas dire maintenant aujourd'hui des milliers de milliards d'euros qui sont sur la table en Europe pour cela. La vraie question, et elle est politiquement pas très correcte, mais il faut la poser quand même. Donc sûrement intéressante. Ouais. Allez. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Alain Rousset, est-ce qu'il faut mettre l'argent sur la lutte contre le réchauffement climatique, donc la transition écologique, ou est-ce qu'il faut le mettre aussi sur l'adaptation au changement climatique? Parce que la réalité, elle est un peu dure. Certes, les Chinois ont fait beaucoup d'efforts dans la voiture électrique, dans les panneaux solaires. Quand on va à Shanghai, à Pékin, etc., il y a 10 ans, on ne voyait plus le soleil. Aujourd'hui, on voit le soleil briller. Bon, et le ciel est bleu. Enfin, quand il fait beau. Mais la réalité, c'est que les Chinois continuent à ouvrir 2 centrales charbon nouvelles par semaine. Les Indiens ouvrent 2 nouvelles centrales charbon par semaine, accordent de nouvelles licences pour de nouvelles mines de charbon.
Et les Américains, même s'ils ont fait des efforts avec l'Inflation Reduction Act, etc., c'est quand même drill, baby, drill. Bon. Donc, je pense qu'il faut être quand même assez réaliste. Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique sera quand même là. On peut faire tous les efforts du monde, il sera quand même là. Et donc, il va falloir s'en protéger. Et donc, il va falloir construire des digues, il va falloir canaliser l'eau, il va falloir l'amener par des aqueducs là où on ne l'a pas. Il va falloir construire des abris là où on aura des vents à 150 km/h, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des arbitrages à faire, hélas, parce que le monde ne nous a pas totalement suivis et que si on doit prendre notre part du colibri, le colibri n'a jamais éteint le feu de la forêt tout seul. Il va falloir se dire, soit on aide aussi les autres à nous suivre, donc ça veut dire qu'il faut donner de l'argent européen à d'autres parties du monde pour qu'ils fassent aussi leur transition énergétique. Premier choix. Deuxième choix, se dire on ne le fait pas et dans ces cas-là, il faut mettre de l'argent sur l'adaptation au réchauffement climatique et l'argent qu'on mettra sur l'adaptation au réchauffement climatique, on ne le mettra pas sur la transition climatique et énergétique. Mais vous voyez, moi j'étais maire j'étais élu en Alsace en 2008, j'étais maire pendant 10 ans. Ma première campagne, elle était quasi totalement sur la lutte contre le changement climatique. Et je mettais des panneaux solaires partout sur le toit de mes écoles ou sur le toit de mes salles de sport. Aujourd'hui, je repartirai en campagne. Je veillerai surtout à ce que le toit de ma salle de sport soit suffisamment solide pour tenir un vent de 150 km/h et ne s'envole pas. Et on n'aura pas les ressources financières pour faire tout à la fois. Et c'est ça le problème d'arbitrage qu'on a aujourd'hui. Assez vite d'une logique à l'autre. Je l'entends aussi dans la temporalité que vous êtes en train de nous décrire. Cathy Pianon, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que les moyens, et on peut parler d'autre chose que de moyens financiers, il y a peut-être d'autres mesures à mettre en place, sont à la hauteur des enjeux? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit effectivement Monsieur le Ministre. Déjà sur la localisation, nous dans l'industrie, même si on est sur du recyclage, une amélioration permanente, aujourd'hui se pose la question quand on va implanter un site de effectivement ce changement et ce dérèglement climatique. Pour produire, on a besoin d'eau. Effectivement, l'idée c'est de poser le moins possible donc sur la ressource eau, mais où implanter un site? Sachant qu'effectivement, quand vous êtes sur un site industriel, vous pouvez avoir du vent, des inondations, finalement un stress hydrique beaucoup plus grand, du feu. Et on travaille, nous, avec un assureur qui fait un mapping et qui a une logique qui est extrêmement intéressante, qui, sur les primes d'assurance, préfère dégréver les primes si on fait des travaux ou si on analyse sur des implantations, sur l'impact qu'on aura, mais surtout à 30 ans, telle usine, finalement, est-ce qu'elle est encore bien placée eu égard au stress hydrique, effectivement, au feu et un certain nombre de choses. Et ça, c'est une vraie question. Et ça rebondit sur la première question que vous aviez posée. De toute façon, d'un point de vue planète, on est obligé de le faire, mais aussi parce que si on ne bouge pas et si on n'est pas en préventif, on ne pourra plus produire et de toute façon plus vivre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur les financements, pour donner un chiffre, nous, les 5 dernières années en France, on a investi plus d'1 milliard sur de l'outil, de l'amélioration, de la construction. Je peux vous donner un exemple. Pont-Évêque, on en a parlé ce matin, c'est leur dernier site d'Europe où on fabrique des fers à repasser. 25% de l'investissement qu'on a fait en 2023 a permis d'économiser avec du biomasse, justement, 45% d'émissions de CO2. C'est un investissement où on a été aidé, mais je pense que on a une complexité, pourtant on est quand même un groupe important. Si c'est pas un projet, j'ai envie de dire, et je fais exprès, c'est pas politiquement correct non plus, je suis désolée. On a tendance à nous dire que si c'est pas un projet pharaonique, on n'aura pas. C'est pas le projet qui fait rêver. Nous, on construit du petit électroménager. On fait pas partie de fusée dans l'espace, pas encore. Et du coup, si le projet n'est pas d'une dimension intersidérale, on n'a pas tout de suite. Ou alors c'est l'ADEME ou c'est des petits financements. On a eu sur un investissement, par exemple, à Selongé, qui s'appelle Cocotte Énergie. Sur 4 millions, on a eu 1 million, et c'est super. Mais à quel prix en termes de déclaration, de formalité? On a la région Normandie qui nous a aidé de 300 000 € sur une ligne. Mais on a le sentiment que finalement, si ce n'est pas une action spectaculaire, le financement est difficile à aller chercher. Sauf si c'est au niveau des régions. Et c'est dommage parce que finalement, les actions, c'est au niveau de chaque site. Chaque gramme de CO2 compte et on ne peut pas faire forcément toujours un projet qui est énorme.
Kevin Romanto, je vous vois hausser les sourcils. Ça vous inspire manifestement ce qui vient d'être dit là. Il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il faut pas, il faut arrêter de penser, par exemple, que Total est une mauvaise entreprise. Et je vais développer mon point. Total, c'est une société qui fait du pétrole. Alors, je veux dire, on peut se dire, c'est l'ancienne économie, puis on a la nouvelle économie. Aujourd'hui, c'est que des panneaux solaires. Certes, mais il faut les financer, les panneaux solaires. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, qu'en Allemagne, toutes les sociétés qui ont été cotées en bourse sur les panneaux solaires se sont crachées. Pourquoi ? Parce que du coup, on n'arrive pas à apporter le financement nécessaire. Et pour revenir au point, sur ces nouvelles sociétés qui se développent et qui s'introduisent en bourse, on peut en citer Carbios par exemple, Hydrogène de France. Aujourd'hui, elles sont subventionnées et elles survivent grâce aux subventions. Mais il faut aussi les rendre rentables. Parce que la difficulté que vous avez, c'est que si ces sociétés n'arrivent pas à croître, elles ne vont pas attirer d'investisseurs. Et l'autre point qui moi, m'inquiète énormément, pour beaucoup d'entre vous, vous entendez la gestion passive arriver, les ETF, c'est formidable. Le problème, c'est que moi j'appelle ça des sangsues, c'est-à-dire que des acteurs comme nous aujourd'hui, on fait une vraie due diligence quand on rentre sur une société. On rencontre le management, on investit avec un horizon 3, 4, 5 ans sur des enjeux stratégiques. On a le temps de voir se développer. Le problème de la gestion passive, et quand on veut trouver notamment des financements, on ne les trouve pas, parce que tout va chez des fonds d'investissement comme des BlackRock aux États-Unis. Et du coup, il n'y a pas vraiment de profondeur, il n'y a pas de compréhension des nouveaux enjeux. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment porter aujourd'hui avec l'économie réelle. Alain Rousset, une réaction? Écoutez, moi j'arrive là du Lot-et-Garonne. Et je suis allé poser la première pierre d'une usine. Alors pourtant on n'a pas une très grande tradition industrielle dans cette région, par rapport à Rhône-Alpes, Hauts-de-France, etc. J'ai posé la première pierre d'une usine qui rapatrie des productions du Maroc et de Roumanie et qui fabrique des chaudières industrielles. C'est une entreprise, pour répondre à votre réflexion, qu'on accompagne depuis 10 ans, en innovation, en R&D, en formation, en numérisation, sur la durée, dont on connaît les responsables, dont on connaît la gouvernance. Ils vont créer une centaine d'emplois, ils sont les leaders européens. Et c'est gratifiant. Le modèle régional, je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, le modèle régional, c'est un modèle vertueux d'accompagnement des entreprises parce qu'on intervient que sur les entreprises qui investissent et qui bougent, qui forment, qui robotisent, qui numérisent, qui transforment les conditions de travail. On tire vers le haut les premiers de cordée, c'est ça? Ouais, d'une certaine manière. Oui, je suis promis de cordée. Vous savez, ce qui vient de Blanquer, j'aime pas trop, moi. Excusez-moi, vu l'état catastrophique de l'éducation en France où il n'y a plus d'ascenseur social, il faudrait, excusez-moi, pourtant j'aime bien l'école, j'aime bien tout ce qu'on veut, mais non, ce qui est important, alors je suis très content qu'on ait quelqu'un des fonds propres dans cette tribune, parce qu'un des problèmes essentiels, des difficultés de nos PME, vous savez que 70% de ce qui va être assemblé par Airbus à Toulouse est fabriqué par des PME qui ont un niveau de fonds propres extrêmement faible. Le rapport fonds propres-dette est de 70-30. 70 pour la dette. Nous avons un retard en France de fonds propres, d'offres de fonds propres. Je me bats, moi, depuis 20 ans pour créer des dispositifs de fonds propres comme les Allemands à l'échelle régionale. Parce que là, on connaît les boîtes. On les fréquente tout le temps, y compris, j'en parlais tout à l'heure, quand on voit la crise agricole, on nous dit, mais gardons les produits polluants tant qu'on n'a pas des produits issus de biosolutions. Mais on les a. Le problème, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est que l'homologation par l'ANSES de ces produits, ça prend 10 ans. 10 ans, et pas par des règles européennes. Pas par des règles européennes. Il y a une tradition liée à la centralisation française d'en rajouter. Alors, ça peut s'appeler des barrières au marché, parce que c'était un peu comme ça, mais c'est absurde. C'est absurde. On est dans un pays de vignes et de vignobles qui est attaqué régulièrement, lorsqu'il pleut un peu, par le mildiou et l'oïdium. J'ai fait descendre une entreprise de Normal Sup qui a mis au point avec des microalgues un traitement qui a été essayé, qui marche. Quand l'entreprise va voir, il y a 3 ans,
l'ANSES, on lui dit on regarde en 2025 et on vous homologue en 2030. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire homologuer en Belgique. Quand on invente une molécule en France, une molécule pour un nouveau médicament financé par le Téléthon, mais on l'a fait nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, une fois qu'elle a la start-up qu'elle a maturée, elle va aux États-Unis se faire industrialiser, faire ses AMM, ses autorisations de mise en marché. Et puis c'est un industriel américain qui renvoie ça à des prix pharaoniques. Donc c'est pas qu'une question c'est pas qu'une question de finance, c'est aussi une question de conditions. C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, le modèle de la région, c'est d'aider les entreprises qui investissent, qui bougent, ce que je disais. Sauf que les régions françaises par rapport aux régions européennes, c'est des nains. Des nains. On a une coopération, nous, avec le Land de Hesse en Allemagne, 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants chez nous. Nous, on a un budget qu'on a dû diminuer d'ailleurs par la si bonne gestion de l'État de 3,3 milliards. Il faut faire rouler les trains, les bus, enfin bon, je vous réparer les lycées, et aider les entreprises. Le Land de Hesse a un budget de 46 milliards. Milliards. Donc, et ils ont des banques régionales d'investissement qui ont fait croître les PME vers des ETI, vers le Mittelstand. Ce que nous, on essaye de faire. Alors, on ajoute peut-être de l'imagination, de la créativité. Et quand vous prenez le CIR en France, le Crédit Impôt Recherche, il s'adresse autant à la Poste, aux banques, qu'aux entreprises qui bougent, qui investissent. Pourquoi ne pas dire cet argent, il ira, d'abord, moi je veux pouvoir le gérer, et qu'il y ait une répartition des compétences et des ressources, État pour les grands groupes, la fiscalité, etc., je ne remets pas ça en cause, mais que pour PME, ETI, start-up, on les connaît bien mieux. Mais il faut des moyens. Olivier Becht, d'accord avec ça? Rapidement, parce qu'on arrive au bout du temps disponible pour nous. Eh bien, réponse oui. Parfait. Non. Parfait. Ça m'arrange. J'ai une autre question pour vous, si vous voulez. Oui, non, réponse oui, parce qu'il faut être agile, si vous voulez. Ouais. À un moment ou un autre, dans la compétition qui est la nôtre aujourd'hui et face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, il faut être agile. C'est la condition du succès. Et alors, précisément, j'amène ma dernière question pour vous. La compétition, c'est l'Europe versus le reste du monde. Est-ce qu'il y a une compétition interne aussi entre pays européens, entre États membres en matière d'industrie verte, et est-ce que pour contrer ce phénomène potentiel, on a besoin de renforcer la coopération européenne aussi sur ces questions? Oui, indubitablement, mais si vous voulez, d'abord, il faut que nous-mêmes ne nous mettons pas de boulet à nos propres pieds. C'est la question de la surtransposition, c'est-à-dire que quand on a des règles françaises qui sont plus restrictives que les règles européennes, et que les autres pays européens ne font que respecter les règles européennes, ça veut dire forcément qu'on part avec un handicap. Donc déjà, il faut arrêter de faire ça. Et puis prendre les problèmes dans l'ordre. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, il ne faut pas être naïf. On est certes dans un marché unique, on est certes dans une Europe qui est confrontée collectivement à une compétition sur le reste du monde, avec le reste du monde, avec la Chine et les États-Unis en principal, mais à l'intérieur de l'Union, la compétition n'a pas disparu. Et chacun pousse évidemment ses avantages. Et certains États n'hésitent pas à faire un peu d'intelligence économique, comme on dit, pour aller piquer le marché du voisin. C'est joli mot pour espionnage, ça, c'est ça? Voilà, et je suis sûr que votre voisin de gauche vous dira quelque chose, à mon avis, de très similaire. Bon, et c'est peut-être un phénomène que vous vivez au sein du groupe SEB, Cathy Pianon. Bien sûr, la compétition ne se fait pas qu'avec les États-Unis ou la Chine, c'est à l'échelle de chaque État qui pousse son avantage aussi au niveau réglementaire ou dans des formes de financement de son industrie. C'est vrai aussi en Europe. Et là, je pense que ce qui est aussi important de noter, c'est en France, on est aussi quand même les champions de la surtransposition. Moi, j'ai un exemple très simple sur du packaging. Nous, on a beaucoup de packaging, donc on travaille à réduire l'empreinte, à essayer de l'harmoniser, de le fluidifier pour avoir une politique au niveau européen
notamment parce que certains de nos distributeurs, pour ne pas les nommer, ont une stratégie commerciale au niveau européen. Et un petit impact d'une demande d'un marquage spécifique pour la France exclut justement de pouvoir s'en servir au niveau européen. Une ligne qui demande ça et qui, très honnêtement, je pense, n'ajoute pas grand-chose pour le consommateur, nous coûte 2 millions d'euros dans la supply chain ou sur le reste. On ne peut pas s'en exonérer, c'est une obligation de compliance et on le fait. Mais des fois, on peut se poser la question si ces 2 millions d'euros sont vraiment utilisés au mieux pour le consommateur, pour l'industrie et pour la compétitivité. Et c'est ça qui est dangereux et c'est là où des fois on joue contre nous. Kevin Romanto, sur cette question, si elle vous inspire. Je pense qu'à l'avenir, nous n'aurons pas de problème à intervenir pour défendre les intérêts de la France, tout simplement. Parce que je pense que nous avons des champions et qu'il y a besoin de fonds d'investissement qui puissent agir par la voie de l'actionnariat. Et je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Ça a été très bien décrit. Et c'est là où il faut mener des vraies campagnes de fonds, comme le font les Chinois et les Américains. Il ne faut pas avoir peur, tout simplement. Ouais. Et c'est peut-être au fond la réponse à la question que j'avais envie de vous poser. Quel est le rôle des jeunes générations d'investisseurs et d'entrepreneurs dans la transition écologique? Est-ce que vous avez un message particulier à leur passer? Est-ce que c'est ce que vous venez précisément de nous dire? N'ayez pas peur. Non, je pense qu'il faut prendre les enjeux, il faut les mesurer, et surtout, il faut investir dans des sociétés françaises. Quand vous investissez, encore une fois, à travers, je ne sais pas quel produit qui part aux États-Unis, ça ne sert pas la France, tout simplement. Et on le dit bien, il y a un vrai besoin, et je pense qu'il y a un vrai besoin d'éducation aussi. Et nous, c'est une vocation qu'on a actuellement. On est en train de créer effectivement une petite académie pour former des jeunes, et c'est quelque chose qu'on va porter parce que il y a eu effectivement beaucoup de fonds de private equity qui sont venus s'installer dans la danse avec beaucoup de dettes. Et je pense que le marché public a besoin d'être réinventé. Alain Rousset, ça sera vraiment le mot de conclusion. Je vous l'offre. Si vous avez un message à adresser aux entrepreneurs, aux industriels néo-aquitains qui douteraient encore de la compatibilité entre décarbonation et rentabilité, quel serait-il? C'est une question de survie. C'est une question de survie, tout simplement. Que vous soyez dans le monde de la métallurgie aéronautique, si vous voulez baisser vos déchets, vos chutes, l'utilisation des fluides que vous mettez, la consommation énergétique, nous, on a promu des contrats d'achat d'électricité renouvelable à 15 ans. Avec le club que j'ai créé il y a 12 ans des entreprises de taille intermédiaire. Oui, il faut le faire, mais c'est valable pour tout le monde. Et j'ai on a l'impression qu'à un moment donné, dans le débat politique, plus que dans le débat industriel d'ailleurs, en dehors des simplifications, on n'ose plus. Vous savez, qui est celui qui a déclenché la désindustrialisation de la France? C'est Turuk. Serge Turuk, la France sans usine. Depuis qu'il a prononcé ce mot, tous les politiques plient les Gaules. Moi, j'adore ouvrir des usines. J'adore les usines. Je propose qu'on en reste là. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous remercie tous les quatre pour vos propos et regards croisés sur ce thème important. Je vous laisse regagner la coulisse et peut-être même la salle pour profiter de la séquence suivante qui sera la séquence conclusive de cette édition 2025 du World Impact Summit, un échange autour de la vision de l'écologie populaire de notre marraine Estelle Lefébure, mais aussi de Maëlle Crinière. Un temps intéressant. Dans quelques instants, je vous laisse juste le temps de vous réinstaller, ceux qui doivent partir, ceux qui arrivent. On se retrouve dans quelques minutes à peine pour ce temps conclusif. À tout de suite.